Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont souhaité bon rétablissement dans la dernière vidéo. Bon alors, dans l'ensemble, ça va à peu près, c'est juste pas la méga forme, mais bon, je me remets tout doucement. Sinon, aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de l'actu, puisqu'on a pas mal d'infos qui continuent de fuiter, enfin il y a pas mal de rumeurs toujours sur les futurs GPU, on va faire un petit tour là-dessus, allons-y, c'est parti. Alors, on commence avec les news que l'on connaissait déjà, en fait, je sais même pas pourquoi on continue d'avoir des news là-dessus. Les futurs Ryzen, enfin la future plateforme AM5, ne fonctionnera qu'en DDR5. Bon, ça fait au moins 6 mois qu'on est au courant, mais ça continue de faire des titres. Alors c'est un petit peu comme les fabricants de ventirad ou de water cooling qui nous disent que leur matos sera compatible entre AM4 et AM5. Ben c'est pareil, ça fait des mois qu'on est au courant que la M4 et la M5, au niveau refroidissement, ce seront exactement les mêmes, du coup, compatibilité identique avec les différents refroidisseurs. Évidemment, tout ce qui est compatible à M4 devrait être compatible à M5 au niveau ventirad et water cooling. Par contre, et c'est un petit peu plus intéressant, les futurs chipsets de la gamme 600 d'AMD, donc les premiers chipsets en AM5, ce qu'on apprend c'est qu'apparemment AMD serait en train de mettre des chiplets là aussi au niveau des puces pour les futurs chipsets. Alors ça permet à AMD par exemple pour le B650 de faire un chipset avec une seule puce, et pour le X670, on aurait deux puces collées ensemble, donc des chiplets. Ça permettrait surtout à AMD de faire quelque chose de plus simple à scale up en fait, au plus on fait un gros chipset, au plus on peut rajouter de puces, et c'est ce qui leur permet, comme sur les processeurs et maintenant aussi sur les GPU, de faire des architectures complexes mais en fait plus simples à fabriquer pour eux, ce qui leur permet généralement d'avoir quelque chose de très puissant pour un coût plutôt modéré au niveau de la fabrication. La différence principale de ce qu'on en voit pour l'instant, ça permettrait apparemment d'avoir plus de lignes PCI Express de disponibles avec plusieurs chiplets par rapport à en avoir qu'un seul. Donc on verra bien quand on aura un petit peu plus d'infos sur ces futurs chipsets AM5 d'AMD. Et on continue chez AMD avec le refresh d'RDNA 2 qui doit arriver pour le 10 mai. Alors on a vu passer la semaine dernière comme quoi la 6750 XT n'offrirait que 2% de performance en mieux que la 6700 XT. Alors je dois vous avouer que ça me paraît un petit peu étrange. Moi personnellement je table toujours plus sur environ 10% de perf en plus pour les nouveaux modèles par rapport aux anciens. C'est déjà pas une différence incroyable quoi qu'il arrive, mais 2% ça me paraît quand même assez peu probable. Alors déjà, ce qu'on sait de ces futures puces, c'est qu'elles auront de la RAM plus rapide. Ça ne changera de toute façon pas grand-chose aux performances, mais ce qu'on sait surtout, c'est que normalement, ces futurs refresh devraient avoir une consommation plus élevée que les cartes actuelles, ce qui veut dire que la fréquence sera très probablement plus élevée aussi au niveau du GPU, puisque le changement de RAM pour de la RAM plus rapide en GDDR6, ça fait pas augmenter la consommation aussi fortement que ce qu'on attend ici, donc en toute logique, on devrait avoir mieux que 2% de performance en plus. Après, je ne connais pas vraiment GFX Bench, leur benchmark est un peu... Enfin, on sait pas trop ce que c'est, donc je pense qu'on peut pas trop s'y fier. On va attendre d'en savoir plus avant de tirer dessus, mais à mon avis ce sera quand même plus que ça, puisque 2% avec un overclocking en 2 secondes, on était déjà au-dessus. Un petit tour aussi maintenant du côté du Restocked and Reloaded, puisque ça a été mis à jour encore une fois aujourd'hui, j'ai déjà parlé pas mal de cette initiative de la part d'NVIDIA d'essayer d'avoir des prix un petit peu plus agressifs avec quelques boutiques, puisque bon, la mission actuellement, c'est clairement de vider les stocks. Alors cette semaine, on a vu encore une fois passer principalement de la 3060 et fortement de la 3070 Ti et 3080 Ti. Je dirais c'est un petit peu sans surprise, puisque ce sont les deux modèles de cartes les moins intéressants dans l'ensemble. Donc c'est pas vraiment surprenant que ce soit les deux modèles de cartes chez Nvidia qui soient les plus agressifs au niveau du prix, si on peut dire ça. Ça reste quand même très cher pour la 3070 Ti. Et la 3080 Ti aussi. La 3060, on reste toujours un bon 100 balles au-dessus de ce que ça devrait être, mais ça commence à descendre petit à petit. Je crois que 440 € par exemple pour cette Asus Phoenix, c'est un des prix les plus bas qu'on ait eu en France jusqu'ici. Alors je sais, c'est un modèle single slot, mais apparemment ça fait le taf de façon satisfaisante pour une 3060, cette carte, de ce que j'ai vu à droite à gauche au niveau des tests sur ce modèle, ça a l'air plutôt correct, donc si vous cherchez une 3060, pourquoi pas. Bref, c'est une fournée un petit peu plus intéressante que la semaine dernière, même si personnellement j'attends de voir surtout par exemple une 3060 Ti aux alentours des 500, 550 balles grand maximum en France.
ça ferait plaisir à pas mal de monde, je pense. Et on enchaîne avec Nvidia et les futures générations de GPU, les RTX 4000, puisque hier, on a eu Copit7Kimi. Alors Copit7Kimi, sur Twitter, c'est un des plus gros fuiteurs d'infos de chez Nvidia, qui se retrouve la plupart du temps plutôt correct. Donc on verra bien si ça se vérifiera. Encore une fois, ce qu'on apprend ici, bon alors les specs on les connaît déjà depuis un petit moment, depuis le hack de chez Nvidia. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'au niveau de la segmentation, jusqu'ici on ne savait pas vraiment grand chose. Alors selon Copit7Kimi, l'info la plus importante ici, ce serait qu'apparemment la RTX 4080 serait basée non pas sur le AD 102, qui serait la plus grosse puce de la future génération, mais sur le AD 103, qui est une puce bien plus petite, bien plus économe, mais aussi au niveau des performances, on devrait être un bon cran en dessous quand même par rapport au futur 4090. Du coup, chez 3D Center, ils ont fait un autre tableau qui est assez intéressant et qui devrait pas être loin de la vérité, je pense, si on part bien sur ce type de configuration pour les 4080, on va dire. Ce qui voudrait dire que sur le AD102, la plus grosse puce, on aurait effectivement la 4090, et aussi la 4080 Ti, je dirais, c'est plutôt sans surprise, et ça ressemble plus ou moins à ce qu'on avait par le passé, puisque sur la génération Ampère actuelle, les RTX 3080, qui était basée sur le GA102, je dirais que c'était une exception qu'on n'avait pas vu depuis un très très long moment, puisque sur la plupart des générations qui ont précédé, les 2080, les 1080, étaient basés non pas sur la plus grosse puce, mais sur la puce qui suivait. Et bien apparemment, ici, on retournerait sur ce type de configuration, avec uniquement les Quadro Titan 4090 qui serait basé du coup sur le AD102, les plus grosses puces, et aussi la 4080 Ti qui serait basée sur cette même grosse puce, mais légèrement castrée. On aurait ensuite du coup la 4080 basée sur le AD103, la 4070 Ti pareil, basé également sur un AD103 plus castré, avec en dessous la 4070, lui basé sur le AD104, la 4060 Ti AD104 également, la 4060 sur l'AD106, et la 4050 sur le AD106, voire AD107. Donc dans l'ensemble, ça voudrait dire quand même qu'on aurait un bon gros gap de performance entre la 4080 et les modèles supérieurs, ce qu'on n'avait pas vraiment eu sur la génération actuelle, où du coup la 3080 classique était quand même très très proche au niveau de la performance brute en jeu avec les 3080 Ti ou les 3090, on était à environ 10-15% grand maximum. Et bien sur cette future génération, ça serait pas vraiment ça, puisqu'effectivement, même si on attend à environ 70 voire 80% de perf en plus entre la 3090 et la 4090, et bien entre la 3080 et la 4080, par contre, on attend plus environ 30% de performance au vu des specs. Bon alors ici, j'aime pas trop la façon dont ils ont fait leur tableau, puisque ça occulte, on va dire, le fait que le AD103 possède un cache de niveau 2 bien plus important que le AD102 actuel. Donc le futur AD103, même si on a environ 20% de shader en plus par rapport à la 3080, on aurait aussi 16 Go de RAM au lieu de 10, mais on aurait aussi une puce bien plus véloce au niveau de la fréquence, et également du coup un cache de niveau 2 bien plus important, ce qui viendrait combler le bus mémoire un petit peu plus petit. Après je rappelle quand même que tout ça ce sont des estimations aussi, principalement au niveau de la consommation, puisque autant sur les 4090, on entend quand même énormément de rumeurs, comme quoi on sera à 600 watts, bon même actuellement on entend des rumeurs complètement farfelues qui nous disent 900 watts, j'y crois pas trop, 600 watts c'est déjà énorme, même si des modèles custom de certains partenaires pourraient probablement consommer beaucoup plus, 600 watts sur les modèles de ref, c'est déjà beaucoup, et c'est déjà beaucoup trop en ce qui me concerne. Autre rumeur que l'on a entendu passer au sujet de cette future génération 4000 chez Nvidia, apparemment on ne serait pas sur le 5 nanomètres de chez TSMC, mais sur le 4 nanomètres de chez TSMC. Alors après la question c'est est-ce que ça concernera toute la gamme ou uniquement le AD102 par exemple? C'est possible, on attendra d'en savoir plus bien évidemment. Et aussi on a entendu dire que cette génération ne serait pas en PCI Express 5.0 mais en PCI Express 4.0. Par contre, si on est bien sur le TSMC 4 nanomètres, ça voudra dire qu'NVIDIA a un certain avantage par rapport à AMD au niveau de la finesse de gravure, puisque même si le 4 nanomètres TSMC est une légère évolution du 5, ça reste quand même un avantage. Donc bon, dans l'ensemble, cette future génération 4000 chez Nvidia, au niveau des specs, ça paraît relativement cohérent au niveau de l'augmentation que l'on peut en attendre, avec
vraiment un gros gap de performance, principalement sur le haut de gamme, très haut de gamme. Sur les gammes un petit peu en dessous, par contre, on a une évolution plutôt classique, hein, d'environ 20-30% d'une génération à une autre. Après, la grande question, encore une fois, ce sera le tarif. Même si je pense, hein, que dans l'ensemble, on devrait avoir, du coup, environ 30% de perf en plus à un tarif similaire par rapport à ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Avant de passer chez AMD, d'ailleurs, on a une petite vidéo qui est passée hier, hein, chez Nvidia, où on nous explique en gros comment sont fabriqués les drivers chez Nvidia. Donc si jamais ça vous intéresse, hein, je vous mettrai le lien dans la description. On peut mettre les sous-titres en français, pour ceux que ça intéresse, c'est pas inintéressant. Même si dans la vidéo, on a parfois un petit côté marketing magique, hein, donc c'est à prendre avec des pincettes sur certains propos, on va dire. Mais de voir comment ça fonctionne dans l'ensemble, c'est pas inintéressant. Donc je vous laisse ça là. Alors on passe maintenant du côté des rumeurs chez AMD avec une fuite de chez Moore's Law IZ, encore une fois à prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment, où il nous a dit plusieurs choses qui sont relativement intéressantes au sujet de la future génération de cartes chez AMD. Alors déjà, c'est au niveau des fenêtres de sortie, puisque, à ce qui paraît, la première puce à sortir, hein, ce ne serait pas la plus grosse puce, contrairement à ce qui se fait habituellement, hein, ce serait le Navi 33. Et le Navi 33, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, probablement la plus petite puce de la future génération, mais qui devrait en toute logique apporter à peu près les performances d'une 6900 XT pour un tarif entre 400 et 500 $. Pourquoi? Eh bien déjà parce que c'est une puce qui sera fabriquée non pas sur le 5 nanomètres TSMC comme le reste de la famille RDNA 3, mais sur le 6 nanomètres qui est bien moins cher à produire et qui est déjà en production depuis un bon moment. Donc le Navi 33 est plus prêt pour la sortie que les deux autres, et donc ce serait lui qui sortirait en premier. Par contre, hein, pour Navi 31, ce qui en ressort au niveau de cette fuite entre guillemets, c'est que c'est quand même une puce assez complexe, puisqu'on aurait bien plusieurs puces, on aurait aussi du 3D stacking, donc vraiment tout un amas de technologies made in AMD, hein, au niveau de la fabrication des puces, puisqu'AMD est quand même très fort là-dessus depuis un bon moment, et je dirais même qu'ils ont une certaine avance par rapport aux concurrents. Par contre, c'est très bien d'avoir plein de technologies différentes pour faire des puces de foufou. Par contre, ce qu'on attend vraiment, c'est de voir ce que ça va donner réellement. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs puces séparées, collées ensemble, au niveau des GPU, qu'est-ce que ça va donner au niveau des performances, puisque sur le papier, c'est hyper impressionnant. Par contre, en pratique, on verra si c'est vraiment concluant ou pas, même si, au niveau des rumeurs, hein, on attend toujours entre un x2, voire supérieur, au niveau des performances en rasterisation. Et au niveau du ray tracing, il aborde pas trop le sujet ici, hein, mais de ce qu'on a entendu jusqu'ici, on devrait aussi avoir un gain très appréciable à ce niveau-là de la part d'AMD. Donc au niveau du découpage de la puce, hein, on aurait des compute die en 5 nanomètres, on aurait le I/O, ce serait du 6 nanomètres, et on aurait également l'Infinity Cache en 6 nanomètres. Donc on aurait vraiment plusieurs parties au niveau de la puce, ce qui devrait permettre à AMD d'éliminer le plus de déchets possible en faisant plusieurs puces plus petites, donc non monolithiques, pour pouvoir les assembler pour faire un monstre de puissance, hein, puisque très clairement ce Navi 31 s'annonce quand même assez insane, hein, au niveau des performances, on va pas se le cacher, c'est quand même l'architecture, enfin une des nouvelles voies au niveau architecture les plus intéressantes qu'on ait connues depuis un bon moment du côté des GPU, puisque très clairement c'est ça la grosse différence entre la future génération d'NVIDIA et celle d'AMD, c'est plutôt l'approche, et ce sera intéressant de voir justement, on aura d'un côté l'approche traditionnelle force brute, hein, une très grosse puce, vraiment cadencée le plus loin possible pour avoir le plus de performance possible, hein, donc comme on entend parler de 600 watts, c'est très clairement pour faire face à ce possible Navi 31 qui devrait apporter un gain en performance assez impressionnant pour une consommation du coup moindre malgré un process de fabrication légèrement inférieur. Donc ça va être vraiment intéressant de voir ce que ça donne au final. Puisque en ce qui concerne la consommation de ce futur Navi 31, hein, on attend 375-450 watts, ce qui est quand même bien plus élevé que la génération actuelle chez AMD, mais bien moins élevé que ce qu'on attend de la future génération d'NVIDIA aussi. Et très clairement, à la base, hein, chez AMD, on visait plus les 375 watts que les 450, mais c'est peut-être aussi pour enfoncer le clou par rapport à la future génération d'NVIDIA qu'AMD a choisi de rajouter encore plus de consommation sur cette future puce. Bon alors je vous avouerai, hein, que personnellement, je suis pas trop fan de cette course et de cette bataille de zizi qui fait augmenter la consommation de ma boule. J'aurais préféré des puces un petit peu plus raisonnables des deux côtés. Je veux dire, 375 watts, c'est déjà énorme. Je pense qu'on aurait pu avoir des puces très performantes des deux côtés, avec une consommation bien moindre. Si Nvidia, c'est vraiment juste uniquement pour dire de pas se faire trop distancer dans les benchmarks,
Bon, ben, il y a des fois on gagne, des fois on perd. Si les concurrents sont juste bien meilleurs sur une génération, je dirais, ben, faut aussi l'accepter. Il y a d'autres moyens que la force brute pour concurrencer quand on est vraiment dépassé par la concurrence. Au niveau des fenêtres de lancement, justement, hein, ça rejoint un petit peu ce que disait Moore's Law Z, chez Red Gaming Tech, c'est pareil. Qu'on entend, c'est pour l'instant, c'est que Zen 4 et Navi 33 sortiraient en premier, suivi de Navi 31, ensuite de Phoenix, ce sont les gros APU dont j'ai parlé dernièrement également, et en dernier, ce serait Navi 32, qui sortirait lui l'année prochaine. Donc c'est assez différent au niveau des fenêtres de lancement que ce que l'on connaît d'habitude. Puisque Moore's Law Z le dit également, Navi 31 ce serait pour Q4 2022, hein, donc ce serait à partir du mois d'octobre, donc très certainement un lancement aux alentours du mois de novembre, comme la fois dernière chez AMD. Par contre, Navi 33, c'est prévu pour Q3 2022, donc troisième trimestre. Je serais pas surpris qu'AMD lance son Navi 33 en face de la future génération d'NVIDIA, à peu près au même moment, et aussi au moment de l'arrivée des futurs processeurs Ryzen. Par contre, Navi 32 serait lui prévu pour 2023, ce qui est un petit peu dommage, hein, puisque j'avoue que dans toute cette fenêtre de sortie de toutes ces puces que l'on entend jusqu'ici, c'est probablement celle qui m'intéresse le plus chez AMD, puisque Navi 31, à mon avis, ça va coûter quand même assez cher. Navi 32, c'est une puce bien plus raisonnable, on aurait bien 2 chiplets, et au niveau des performances, on s'attend quand même à quelque chose de 35-40% plus performant par rapport à la 6900 XT, ce qui la placerait quand même assez avantageusement, si le prix n'est pas trop déconnant. Alors après, dans la vidéo de Moore's Law Z, il est aussi revenu sur le MI300, qui sont les puces pour professionnels côté GPU chez AMD. Je vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais encore une fois, hein, ça s'annonce quand même hyper impressionnant au niveau technologique, tout ce qui est fait au niveau des différents assemblages de puces, au niveau des chiplets, au niveau de tout ce qui est en train d'être fait, au niveau des interposeurs pour la RAM, enfin bref, c'est un déluge de process technologiques au niveau de la gravure. C'est intéressant à voir, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, parce que c'est un peu trop compliqué, ça nous concerne pas vraiment, même si on aura très certainement un dérivé de tout ça sur RDNA 4. Du côté professionnel, hein, chez AMD, ça continue de bouger également, et il devrait proposer un produit quand même assez costaud et très concurrentiel au moment où ça va sortir. Donc bref, voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des dernières rumeurs sur tous ces futurs GPU. On voit que l'image commence à se dessiner un petit peu plus concrètement, on va dire, au niveau des gammes, ce qui est probablement le plus intéressant. Même si, évidemment, le plus intéressant, ce sera le tarif. Il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que ce soit une catastrophe à ce niveau-là. Personnellement, je pense pas que ce sera vraiment le cas. Je rajoute aussi qu'au niveau des stocks de GPU, on s'attend à avoir pas mal de stocks encore jusqu'au mois de juillet-août, où ça risque de devenir un petit peu plus compliqué du côté d'NVIDIA et d'AMD. Par contre, on attend aussi la sortie des GPU Intel pour cet été. Combien de temps ça va durer, on sait pas. Est-ce qu'Intel va encore retarder la sortie? On l'espère pas, mais normalement c'est censé arriver pour l'été. Par contre, une fois que les stocks de GPU actuels se retrouve un petit peu épuisé, faudra s'attendre à ce que ce soit la nouvelle génération qui prenne la relève. Et la plupart du temps, quand on a une nouvelle génération de GPU, l'approvisionnement est toujours un petit peu plus compliqué dans un premier temps. Septembre, octobre, novembre, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué que ce que l'on a là actuellement, et je pense qu'on devrait avoir du mieux à partir du début de l'année prochaine. Dans un premier temps, comme d'habitude, à chaque lancement de GPU, on a des difficultés d'approvisionnement, mais je pense qu'on n'aura pas quelque chose d'aussi horrible que ce qu'on a connu avec la génération actuelle. Donc, comme je le dis à chaque fois, faites vos courses en conséquence. Si vous avez besoin d'acheter un GPU actuellement, n'achetez pas les trucs les plus haut de gamme, puisqu'ils vont être très rapidement dépassés. Et comme on attend quand même un Navi 33, par exemple, qui devrait offrir les performances d'une 6900 XT en 1080p, voire 1440p, aux alentours des 500 balles, bon, faut quand même garder ça à l'esprit quand on achète une 3080 Ti ou une 3070 Ti à 800 balles ou 1400 balles actuellement. C'est peut-être pas le meilleur plan. Donc bon, gardez quand même un œil au niveau des tarifs. S'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment ou qui vous paraît vraiment intéressant dans les semaines qui viennent, ça peut être pas mal. D'ailleurs, au sujet du refresh d'RDNA 2, de tout ce qu'on entend jusqu'ici, c'est qu'il devrait y avoir quand même pas mal de cartes mises en vente au moment de la sortie, mais ça va peut-être pas durer très très longtemps. Si les cartes d'AMD vous intéressent et qu'elles sont proposées à un tarif concurrentiel au moment de la sortie, pourquoi pas. Donc bref, on se retrouve dans pas très longtemps pour parler de tout ça. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube.
Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!